Sud Radio, le choc des idées, Jean-Marie Bordry. Bienvenue à tous dans le choc des idées, l'émission dans laquelle on a le plaisir de recevoir une voix qui n'a pas peur de déranger avec ses idées. Aujourd'hui, on reçoit Nicolas Bouzou. Bienvenue à vous sur Sud Radio. Bonjour. Vous publiez, et j'ose le dire, c'est pas dans l'air du temps, une histoire confiante de la France, comme on le disait, l'éternel sursaut. C'est publié chez XO Éditions. Pourquoi il ne faut pas désespérer? Pourquoi il ne faut pas se laisser emporter par le pessimisme ambiant? Et pourquoi la France, dans son histoire, a montré qu'elle pouvait toujours rebondir? On va y revenir en révisant l'histoire de France, toujours avec mes deux complices du dimanche. Stéphane Simon, bonjour à vous. Bonjour, ça fait plaisir. Ça fait toujours plaisir de vous retrouver, surtout que la semaine dernière, on n'était pas là. Vous m'avez manqué, j'ose le dire aussi. Arthur de Vatrigan est avec nous également. Bonjour. Bonjour. Directeur du magazine L'Incorrect. Merci à vous d'être avec nous. Alors, on a une tradition. Chaque semaine, Stéphane Bouzou, quoi qu'il arrive, on commence l'émission par une carte blanche. Aujourd'hui, la carte blanche est pour Arthur de Vatrigan. Et je voudrais vous parler de Michel Houellebecq, pour parler de sursaut et de positif. Parce que Michel Houellebecq est de retour. Alors non, il ne s'agit pas d'un nouveau roman, son dernier Anéantir est sorti en 2022, mais d'un nouveau recueil de poésie et d'un nouvel album. Parce que oui, notre immense écrivain fait de la musique, et Souvenez-vous de l'homme, le titre de son album, c'est son deuxième album. Rappelez-vous, nous sommes en 2000, Michel Houellebecq est tout juste auréolé du succès fulgurant et international des particules élémentaires, et il décide de collaborer avec l'excellent musicien Bertrand Burgala pour mettre ses poèmes en musique. Et dans la foulée, il s'offre même une tournée, non pas dans des salles de concert, mais sur des plages françaises. Imaginez la scène, la musique de Burgala rétro-psyché en arrière, le poète devant, ironisant sur la destinée de l'homme occidental, devant un public de bronzés, le tout avant le 11 septembre, un an avant le 11 septembre. Alors il est vrai que l'image peut surprendre, et pourtant quiconque connaît un peu son Michel sur le bout des doigts dira qu'il n'y a rien d'étonnant, car avant de publier quoi que ce soit, il avait débuté son œuvre en déclamant des poèmes en public, et puis celui qui devint l'écrivain français vivant peut-être le plus connu de la planète a toujours hybridé culture pop, science et littérature. Oui. Alors, 26 ans plus tard, les prophéties pessimistes du mage Houellebecq, comme l'appelait lui sur une couverture de Charlie Hebdo, se sont réalisées de plateforme à soumission en passant par Anéantir. Et ce mois-ci, il revient donc avec un nouveau recueil de poèmes, Combat toujours perdant, qui fournit donc les textes à son album Souvenez-vous de l'homme. Alors, vous l'aurez deviné, c'est pas vraiment de la littérature feel good. Occidentaux qui voulaient vivre, vous êtes en fin de partie, nous affirme le poète. Donc l'ombre des guerres se fait plus imposante. En extérieur, vers l'Est, le conflit se propage. Et en intérieur, il faut être au moins deux pour une guerre civile. La mort est imminente, nous dit-il, mais dans un crépusculaire doux et racé. Et pourtant, il n'a jamais paru aussi serein. Il faut que la mort vienne, la mort douce et profonde. Bientôt, les êtres humains s'enfuiront hors du monde. Nous murmure-t-il dans une voix qui console comme un petit frère baudelairien. Et ce qui surprend, c'est l'infinie douceur, ce lyrisme profond. Alors il est vrai porté par une musique envoûtante de Frédéric Lowe, qui avait collaboré avec Alain Chamfort, avec Daniel Darc et d'autres, Pete de Horty également, et qui rappelle, lorsque la mélancolie, danse avec l'élégance, elle peut tutoyer le sublime. Non, cette vie n'est pas suffisante, elle ne peut contenir la millième partie de nos rêves, nous conte Michel Houellebecq. C'est notre tragédie, mais quand c'est Houellebecq qui la raconte, elle se révèle grandiose et souvent bouleversante. C'est difficile d'imaginer un contraste plus saisissant entre le Michel Houellebecq pessimiste dont vous nous parlez et dont vous êtes amoureux, Arthur, et l'optimisme de Nicolas Bouzou. Pas sûr, parce que dans l'œuvre de Michel Houellebecq, il y a une partie dont on parle pas suffisamment et qui, moi, m'intéresse beaucoup. J'avais même fait un livre il y a quelques années avec une philosophe qui s'appelle Juliette Funès sur ce sujet, c'est la critique de l'entreprise. Et l'un des premiers succès de Michel Houellebecq, qui s'appelle Extension du domaine de la lutte, à mon avis, est une observation de l'entreprise et du management qui est quelque chose d'absolument extraordinaire, de très juste et de très drôle. Donc vous voyez, et vous retrouvez un peu ça dans certains romans de Houellebecq, dans Sérotonine, vous avez un peu ça aussi. Donc vous avez toute la partie déclin de l'Occident, etc. Ça, c'est une chose. Et puis la condition de l'homme moderne. Que vous partagez ou pas? Non, je la partage pas. Mais je suis capable d'adorer les choses dont je partage pas les idées. Heureusement. Voilà. Ça me paraît être une hygiène intellectuelle. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est ici dans le choc des idées. Mais donc tout ça pour dire qu'il y a une partie de l'œuvre de Michel Houellebecq que je trouve, notamment l'observation économique. Bernard Maris, le regretté Bernard Maris, avait écrit sur Michel Houellebecq toute une partie que je trouve extrêmement juste et très drôle. Oui, Bernard Maris, on le rappelle, économiste qui est mort lors de l'attentat
des frères Kouachi avec toute l'équipe de Charlie Hebdo. Un commentaire, Stéphane Simon? Moi, je suis pas fan de Michel Houellebecq, musicien, chanteur, etc. Autant j'adore l'écrivain. J'ai beaucoup de peine d'une manière générale, curieusement, alors que j'aime beaucoup faire de choses très différentes à titre personnel, mais j'ai beaucoup de peine quand ce sont les autres qui nous embrouillent dans leurs images. Je n'aime pas beaucoup les poètes chanteurs, j'aime pas plus on va dire les philosophes qui deviennent cinéastes ou les cinéastes qui deviennent philosophes. Tout ça je trouve que quand on s'éloigne un peu de son domaine d'excellence, c'est moins réussi. Voilà. Eh ben, écoutez, il fallait que ce fût dit, tout simplement. Venons-en maintenant au livre de notre invité, Nicolas Bouzou. Je le disais, qui n'est pas très Houellebecquien dans sa vision de l'histoire de France. L'éternel sursaut, une histoire confiante de la France chez XO Éditions, un livre qu'a décortiqué Arthur de Vatrican. Alors là, on est plus dans le pardonnez-moi. feel good pour le coup. Et Ouais. c'est très bien, on en a besoin aussi. Alors, avec l'éternel sursaut, vous voulez montrer, Nicolas Bouzou, que tout n'est pas perdu et qu'au bord de l'abîme, une des singularités françaises, c'est de se relever. Alors, après l'économiste que vous êtes, vous mettez votre costume de côté pour endosser celui d'interprète de l'histoire, parce que c'est ce que vous écrivez en introduction, vous interprétez l'histoire. Mais il faut reconnaître que l'économiste n'est jamais loin, puisque l'économie reste tout de même, dans votre livre, majoritairement votre maître étalon pour juger ce qui est bien, ce qui ne l'est pas, ce qui est réussi, ce qui n'est pas réussi, se félicitant de la culture entrepreneuriale des Gaulois, des foires de Champagne, des Trois Glorieuses, et j'en passe. Alors si j'étais taquin, je dirais que tout ce qui est libéral est positif, et tout ce qui est positif est libéral, même si ça ne l'est pas. Alors entre nous, Henri IV, le libéral, c'est un peu fort quand même. Bon, on peut penser que favoriser le commerce du blé, comme vous l'écrivez très justement, fait pas forcément Henri IV ou de Sully des libéraux, mais des restructurations monarchiques, l'État impulse, surveille, organise. Si on voulait être anachronique comme vous, on dirait peut-être que ça s'approche plus de l'ordolibéralisme. Mais passons. Alors, 1789, la foule libérale, pareil, j'avoue que j'ai étiqué un peu. Titre de votre chapitre, d'un de vos chapitres, vous écrivez la saine réaction à entrer dans la modernité libérale et démocratique. Ça peut laisser un peu songeur, et je suis pas vendéen, si vous dire. Sauf si l'homme nouveau relève de la démocratie, de la modernité libérale, mais voilà. Mais j'arrête d'être taquin, parce qu'il faut reconnaître votre enthousiasme, cette volonté si française de dire que rien n'est perdu, donc rien n'est impossible, maxime française, et que même si vous aimez pas trop les réactionnaires, vous usez autant que du rétroviseur, et ce qui est très bien, parce que ça permet de se projeter aussi dans l'avenir et d'éviter de répéter les bêtises. Et puis, rares sont ceux qui rappellent que le XIIe siècle fut un âge d'or et peut-être le plus grand, c'est ce que vous laissez entendre, et que vous faites un rappel salutaire également sur l'interprétation du vase de Soissons, qui est très important. Alors, comme vous appelez au sursaut, moi j'ai une question, un sursaut contre quoi et un sursaut contre qui ? En fait, aujourd'hui, la lucidité commande de voir que la France fait face à un certain nombre de problèmes, notamment sur le plan économique et social, mais pas seulement. Vous connaissez tout ça par cœur, donc je vais vite, mais problèmes d'endettement public, problèmes de difficulté à solvabiliser notre État-providence, insuffisance d'activité économique, et puis immigration pas maîtrisée, montée de l'insécurité, etc. Voilà. En fait, ce que je veux montrer, c'est que la résolution de ces problèmes est vraiment à portée de main. C'est-à-dire qu'on peut prendre quelques mesures, il faut avoir le courage de le faire, mais qui peuvent permettre de rétablir la situation de façon spectaculaire. Et ce que montre notre histoire, c'est que cette capacité de prise de conscience et de sursaut, c'est quelque chose qui existe, dont on a su faire preuve très souvent. Et d'ailleurs, parfois, dans des situations bien plus graves que c'était le cas aujourd'hui. D'ailleurs, la France, c'est ce que je trouve fascinant dans l'histoire de la France, est quand même un pays qui présente un certain nombre de spécificités par rapport à d'autres. Je vais vous en citer deux, mais qui sont liés, mais qui, à mon avis, ne sont pas inutiles pour comprendre ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Première spécificité, c'est un pays plus agité que les autres. Enfin, je veux dire, quand vous faites une réforme des retraites au Japon, c'est un décret et personne ne se rend compte. Quand vous annoncez une réforme des retraites en France, c'est des centaines de milliers de personnes qui sont dans la rue. Alors ça ne veut pas dire d'ailleurs qu'on ne fait pas les réformes, mais ça veut dire que chez nous, ça se fait avec beaucoup plus de conflictualité qu'ailleurs. Conflictualité qui parfois peut mener à la guerre civile. Donc c'est quand même quelque chose qui est pas anodin. La deuxième chose qui est spécifique en France, c'est que c'est un pays qui, plusieurs fois, a failli disparaître. Alors on pourrait discuter, approfondir pour savoir ce que signifie la disparition d'un pays, mais enfin bon, quand Jeanne d'Arc va voir Charles VII, ou quand Général de Gaulle arrive à Londres, on peut dire que la France est quasiment en train de disparaître. Et en fait, vous avez... Donc, on sombre dans les abîmes, et se passe quand même quelque chose de
de très français, je pense. Une espèce de sursaut. Je n'ai rien inventé d'ailleurs, puisque le général de Gaulle le raconte dans ses mémoires. Tocqueville, c'est beaucoup moins connu, mais en parle aussi. Et mon livre, en réalité, est une actualisation d'un livre qui avait été écrit par André Mauroy pendant la guerre, qu'il a publié en 47, mais en réalité qu'il avait écrit pendant la guerre. Et Mauroy l'avait fait, il l'avait écrit en 43, pour se rassurer d'une certaine façon. Et c'est un peu ma démarche aussi, même si bien évidemment la France d'aujourd'hui n'est pas la France de 1943. Et donc, oui, je reste très confiant dans l'avenir de la France. Alors, comment et pourquoi on est capable de passer en si peu de temps de mai 40, par exemple, aux 30 Glorieuses, de Pétain à De Gaulle, et pourquoi ce genre d'épisode semble se répéter dans notre histoire? On va y revenir. Est-ce que la France est abonnée au rebond? Qu'est-ce qui fait surtout que les Français, en général, arrivent à rebondir après des périodes de déclin très fort ou des désastres? On en débat toujours avec vous, Nicolas Bouzou. Je rappelle que vous êtes l'auteur de ce livre, L'éternel sursaut, c'est chez XO Éditions. On en parle avec Arthur de Vatrigan et Stéphane Simon dans un instant sur Sud Radio. Sud Radio, le choc des idées, Jean-Marie Bordry. La France est-elle destinée à toujours rebondir? C'est un peu la question qu'on va se poser avec notre invité Nicolas Bouzou, pardonnez-moi, auteur de L'éternel sursaut chez XO Éditions. On est toujours en compagnie de Stéphane Simon et d'Arthur de Vatrigan. Pourquoi la France rebondit souvent après des désastres ou de longues périodes de déclin? Vous revisitez l'histoire de France pour l'interpréter dans votre livre, Nicolas Bouzou, avec un certain nombre de désastres énumérés, révisés. Quel est le plus grand désastre pour vous de l'histoire de France? Le moment où on a été le plus proche de toucher le fond? C'est une bonne question. Je n'avais pas réfléchi en ces termes. Je dirais quand même le 10 juillet 40, c'est-à-dire ce moment où les parlementaires filent la République à Pétain. C'est vraiment un événement qui est très bien documenté parce que plusieurs parlementaires, notamment Nogueres, qui était un parlementaire de gauche, qui a publié des carnets sur ces 4 ou 5 journées extrêmement détaillés. Enfin, franchement, j'enjoins tous les auditeurs à lire ça parce que c'est absolument fascinant. Et il montre comment Laval et ses sbires ont littéralement menacé les parlementaires, comment une grande partie de la gauche, il faut quand même bien le dire, est rentrée dans ce jeu pétainiste. Et d'ailleurs, Noguer dit quelque chose qui m'a fasciné sur le plan humain. Il dit... Donc il faisait partie des 80 qui n'ont pas voté les pleins pouvoirs à Pétain. Et il dit, quelques jours après, j'ai remarqué quelque chose. Ceux qui ont voté pour Pétain se plaignent tous d'avoir mal dormi. Et nous, qui avons voté contre les pleins pouvoirs, alors que nous savons très bien que notre avenir sera extrêmement problématique, nous avons tous très bien dormi. Oui, c'était une bonne prémonition. Stéphane Simon. Quel est le pire moment de notre histoire? Je crois qu'on y est, moi, pas précisément, parce que vous regardez dans le rétroviseur, mais moi je regarde la situation aujourd'hui, et je considère que ce qui fait une grande différence entre l'évocation d'hier, des problématiques qu'on a eu hier et celle d'aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui nous avons les mains liées. Nous ne sommes plus une France souveraine, elle est déjà emberlificotée et fait son destin commun avec l'Union européenne, dont on voit que l'Union européenne ne cesse de nous mettre des boulets aux pieds et des chaînes. Et là, vous devancez un peu ce que je voulais demander à Nicolas Bouzou, c'est comment autant on peut voir un sursaut possible dans notre histoire, parce que l'histoire de France, c'est l'histoire d'une France souveraine, et aujourd'hui, nous ne sommes plus une France souveraine. Non, je suis tout à fait en désaccord avec vous, comme vous vous en doutez, parce qu'on en a déjà débattu. En fait, alors déjà, la plus grosse partie des problèmes français aujourd'hui, c'est nous-mêmes qui les avons fabriqués. Je pourrais rentrer dans des exemples très concrets, mais je vais en prendre un qui vous intéresse, je le sais. La question de l'agriculture, par exemple. Ce que nous expliquent eux-mêmes très bien les agriculteurs, c'est que ce qui les fait souffrir aujourd'hui, c'est la façon dont la France surtranspose de façon absolument délirante des directives européennes qu'on pourrait contester, mais enfin qu'aucun autre parlement en Europe ne transpose comme nous le faisons nous-mêmes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je crois que vous faites un très grand honneur à l'Union européenne quand vous l'accusez de notre déclin. Regardez, il faudrait qu'on en débatte de façon approfondie, mais ce qui arrive à nos amis britanniques depuis qu'ils ont fait le Brexit, est-ce que vous pouvez me citer un point, un seul point, sur lequel le Brexit a été une bonne affaire pour le Royaume-Uni?
Moi, sur la je n'en vois maîtrise des pas flux un seul. migratoires, déjà. Non, l'immigration est très importante au Royaume-Uni, et alors même que quand le Royaume-Uni appartenait à l'Union européenne, c'était une immigration qui était plutôt européenne. Aujourd'hui, c'est une immigration qui est extra-européenne. Et d'ailleurs, le Royaume-Uni est en train d'essayer de se rapprocher de l'Union européenne sur tout un tas de sujets. Donc, je pense que la critique de l'Europe, ça, je suis tout à fait prêt à partager un certain nombre de dysfonctionnements. Je serai le premier à le dire. Mais considérer que la France est en train de disparaître à cause de l'Union européenne, c'est vraiment une idée à laquelle je n'adhère pas du tout. Mais je suis d'accord avec vous pour dire que ça n'exempte pas du tout des responsabilités françaises. Hein. Ça, là-dessus, on est d'accord. Les responsabilités françaises qui n'ont pas manqué tout au long de l'histoire de France. Arthur de Vatrigan. Oui, justement, sur l'agriculture, c'est intéressant que vous preniez ça comme exemple, parce qu'évidemment qu'il y a la surtransposition des normes et que de toute façon, l'agriculteur est la variable d'ajustement des idéologies qui se sont succédées. On a voulu tout moderniser, tout piétoniser, tout bétoniser, puis maintenant on dit on va abattre, il faut remettre des marais, des forêts. Bon, évidemment qu'ils subissent ça. Mais l'autre chose aussi qu'ils disent, que vous n'avez pas dit, c'est la concurrence. C'est que avec la grande surface qui a remplacé la boucherie, on tire toujours le prix vers le plus bas. Les gens vont consommer de moins en moins cher parce que ils ont moins en moins d'argent et que le bâti ou le logement coûte de plus en plus cher, et donc ils sélectionnent des produits qui viennent pas de France parce que d'autres pays à l'étranger, et avec le Mercosur on va les chercher de plus en plus loin, offrent des prix que l'agriculture française ne peut pas proposer. Mais on est entièrement d'accord. Mais là, la question, c'est celle du comportement de consommation de nos concitoyens et du problème du pouvoir d'achat. Donc je suis tout à fait prêt à vous suivre sur ce terrain-là. En revanche, j'exonère encore une fois de ce problème-là les pays de l'Union européenne. On a en effet des problèmes de pouvoir d'achat qui font qu'un certain nombre de nos concitoyens, on peut être très concret, mais préfèrent aller acheter un poulet qui vient je ne sais où, peut-être d'Ukraine par exemple, à un prix très bas, au lieu de l'acheter à nos propres fermes. Bon, mais ça c'est un problème qui est presque, je dirais, macroéconomique. C'est un problème d'insuffisance des salaires, d'insuffisance de compétitivité. Donc je vous suis complètement là-dessus, mais je ne vois pas la même responsabilité, je ne vois pas la même cause que vous. Après, l'économiste que vous êtes reconnaît qu'il est naturel d'acheter en général ce qui semble être moins cher. Oui, bien sûr, mais sur cette question je suis un libéral, je suis pour le libre-échange, je dirais par principe, parce que je pense que en réalité, si on donne à nos agriculteurs, mais à nos entrepreneurs en règle générale, les moyens d'être conquérants, mais je pense que la France va faire des merveilles. Et d'ailleurs, je cite sur le libre-échange, le général de Gaulle dans ses mémoires d'espoir, c'est très intéressant quand même, parce que le général de Gaulle, il a plongé la France dans le bain du libre-échange en 1958 sur les conseils on le dit peu souvent d'ailleurs de Jacques Rueff. Et de Gaulle parle de cette question du libre-échange dans ses mémoires. C'est le 3e chapitre des mémoires d'espoir, pour être tout à fait précis. Il dit, au fond, le protectionnisme, c'est peut-être une protection, mais l'assurance de la médiocrité. Et la France n'est pas un pays médiocre. Et c'est la raison pour laquelle il a plongé la France dans le libre-échange. Donc il faut jouer le jeu de la mondialisation pour vous, quoi qu'il arrive. Je pense que les agriculteurs, si vous les libérez des normes absurdes qui les empêchent, si vous diminuez les charges qui pèsent sur eux, si on les considère comme des entrepreneurs et pas comme des sous-traitants d'une politique... Ils vont pas concurrencer les fermes des 10 000 vaches qu'on peut retrouver à l'autre bout de la planète, ou le bœuf je n'en aux sais hormones. Absolument rien. Vous me semblez les sous-estimer. Vous savez, ce genre de débat, moi je me souviens, quand j'ai commencé, on avait les mêmes. On a à peu près le même âge, on avait les mêmes. C'était le débat sur les traités de libre-échange avec le Canada à l'époque. Le même débat qu'avec le Mercosur aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui ? On voit que à qui ça a bénéficié ? À la France, et c'est plutôt les Canadiens qui râlent. Vous voyez ? Donc, moi, alors là, je vais vous dire quelque chose qui va vous scandaliser. Je suis plutôt pour le Mercosur. Je pense qu'en réalité, la vocation de l'agriculture française, c'est de s'exporter. Revenons à l'histoire des rebonds. Revenons à l'histoire, mais c'est intéressant. On va rester sur l'ouverture ou en fait, ce que vous reprochez, c'est des rigidités, et à chaque fois qu'on enlève de la rigidité, vous êtes content. Grosso modo, et il y a un exemple que vous citez dans cette funeste année de 1789, et c'est surtout les conséquences, c'est les corporations. Ouais. Alors, vous réjouissez avec les lois Le Chapelier, puis la deuxième, j'ai oublié son nom. L'interdiction des corporations, des syndicats. Des corporations. Et alors, c'est intéressant, c'est pourquoi vous réjouissez de la suppression des corporations.
D'autant que si on regarde, encore une fois, dans le rétroviseur, on ne peut pas dire que l'artisanat, depuis 2 siècles, est au plus haut de sa forme comparé à ce qui s'est passé avant. Non, l'artisanat sous l'Ancien Régime, elle n'est pas nécessairement bien non plus. Donc on pourrait tout à fait avoir... Des cathédrales, c'est quand même pas mal. Attendez. Alors, je suis tout à fait prêt à entrer dans le débat sur le XIIe siècle. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, je considère justement que l'économie française au XIIe siècle était absolument extraordinaire. Mais je pense que, en fait, l'Ancien Régime a été une accumulation, un peu comme aujourd'hui d'ailleurs, pour vous provoquer, mais a été quand même une accumulation, en effet, de rigidité, de contraintes, qui ont fait que la France, dans les années 1780, avait des performances économiques qui étaient très inférieures à ce qui se serait passé si Turgot, par exemple, puisque lui, il avait voulu supprimer les corporations, il n'a pas réussi. Mais votre ami Louis XVI, grosso modo, l'en avait empêché. Je schématise un peu, pardonnez-moi, mais enfin, il y a comme il l'avait pas soutenu en tout cas. Il l'avait pas beaucoup aidé. Et donc, du coup, de ce point de vue-là, c'est pour ça que, et ça, c'est en effet une différence entre nous. Moi, je considère, mais dans une lecture qui n'est pas originale, qui est celle de Tocqueville, au fond, que 1789, c'est la modalité de libéralisation de l'économie française. Voilà. Alors c'est quelque chose qui aurait pu se passer. C'est quelque chose qui aurait pu se passer autrement. Et comme je ne suis pas un révolutionnaire, en réalité, j'aurais souhaité que ça se passe autrement avec les réformes de Turgot, avec le parlementarisme de l'époque. Enfin, excusez-moi pour l'anachronisme. Enfin bon, j'aurais souhaité que ça ne s'est pas passé comme ça, comme souvent en France. Donc ça s'est fait d'une façon extrêmement brutale. Sauf que si je vous écoute, Nicolas Bouzou, et on va y revenir dans un instant, si on fait une analogie avec la période d'aujourd'hui, on est en 1788. En ce moment, moi, j'aime en pas France, trop ça. Oui. à la veille d'une révolution. Parce que moi, j'aime bien, contrairement à vous, le début de 1789-1790, mais j'ai bien évidemment en horreur ce qui a suivi et la terreur. Exactement. En tout cas, si on veut faire une analogie avec 1789, on peut rappeler que dans votre livre, vous nous dites, et ça va vous rappeler quelque chose, la France de 1780 était surréglementée, surfiscalisée, sous-modernisée. Ce manque de productivité, de compétitivité se lit dans les données du commerce extérieur. Vous nous le rappelez. Vous dites, les industriels anglais exportaient massivement vers les États-Unis, pas les Français. Il n'y a guère que dans le luxe que la France semblait briller. Là, pour le coup, ça nous rappelle effectivement ce que l'on traverse aujourd'hui. Oui, non, mais je dis pas que l'analogie n'est pas bonne. Je dis que je ne souhaite pas pour mon pays l'équivalent d'une révolution. Voilà. Et que je préfère qu'on fasse des réformes. Parce que je ne suis pas un révolutionnaire. Et je pense en réalité que ces réformes, on peut les faire. Mais je trouve que ça n'est pas inintéressant de voir qu'une France qui a été bloquée parce que Necker, Louis XVI, etc., pardonnez-moi, mais ont été incapables de faire des changements qui étaient demandés par la bourgeoisie de l'époque, au fond, que tout ceci a abouti à une révolution. Allez, restez avec nous, on va se retrouver dans quelques instants. Le choc des idées, toujours avec Nicolas Bouzou, notre invité, qui publie L'Éternel sursaut chez XO Éditions, toujours avec notre ami Arthur de Vatrigan et notre ami Stéphane Simon. Qu'est-ce qui fait la singularité française? Pourquoi on nous dit « You're so French » On en parle dans un instant. Sud Radio, le choc des idées, Jean-Marie Bordry. La France est-elle au pire moment de son histoire ou est-elle au contraire à la veille d'un rebond comme elle en a vécu de très nombreux dans son histoire? On en parle avec notre invité Nicolas Bouzou qui publie L'Éternel sursaut, une histoire confiante de la France chez XO Éditions, toujours en compagnie de Stéphane Simon et d'Arthur de Vatrigan. Arthur de Vatrigan, on parlait de la singularité française. You're so French. Oui, parce que qui dit sursaut dit caractère. Un type qui n'a pas de caractère, il sursaute jamais. Alors, c'est quoi le caractère français? Comment expliquer cette singularité? Est-ce qu'on peut trouver des points communs dans tous ces sursauts qui déterminent ou qui dessinent un peu ce qu'est un Français? Oui, je pense que vous posez évidemment une question très, très profonde. Beaucoup d'historiens se la sont posés, jusqu'à Braudel. Le livre sur l'identité de la France, c'est un peu ça. Je le mets en débat. Moi, je pense quand même que, dès le départ, ce mélange quand même de Celtes, de Romains, de barbares, coincés au bout de l'Europe, entre la montagne et la mer, avec pour moi un point de départ qui est la fondation de Marseille. Voyez, c'est là la naissance de la France pour vous. Non, mais bon, enfin, c'est un jeu un peu artificiel, mais bon, quand même, oui, je crois qu'il y a quelque chose de très français. Enfin, ce mélange, vous voyez, de civilisations extrêmement différentes, qui se mélangent, coincées tout au bout de l'Europe.
Je pense que ça peut pas faire la même chose que le Japon, si vous voulez. Voilà, ou que la Flandre, ou que, vous voyez, je pense que ça fait par nature un pays qui est conflictuel, un pays qui, du coup, pour vivre ensemble, a besoin d'un projet. Et ça d'ailleurs c'est une conversation, je raconte, mais que j'ai eue notamment avec Nicolas Sarkozy, qui l'explique d'ailleurs dans ses mémoires, mais je pense que l'actuel président pourrait dire la même chose dans quelques années. Je crois que quand on est président en France, on voit que le pays il est très agité, il est toujours au bord presque de la guerre civile, et qu'il faut toujours essayer de trouver des projets pour canaliser cette énergie. Peut-être que c'est d'ailleurs un peu l'idée qu'avait François Mitterrand aussi, avec les grands travaux. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, il faut en permanence essayer de trouver des sujets nouveaux. Donc oui, je pense qu'il y a une spécificité française. Il y a une spécificité. Mais je suis content, je voudrais vous entendre vous deux aussi. Non, mais Stéphane Simon, pardonnez-moi, je suis pas l'animateur, mais ça m'intéresse. Non, mais vous avez raison. Non, mais il y a une spécificité française qui est de parler tout le temps politique. Ça, vous en parlez dans votre livre, vous l'évoquez. Ça, quand on a fait un peu le tour du monde, on se rend compte que c'est quelque chose de très singulier. Et vous pouvez, pour nos auditeurs, en dire deux mots. C'est une passion française, la politique. Mais on le voit bien dans le débat. Bon, alors, ce qu'on est en train de faire là, déjà, sur une radio qui est une radio généraliste, écoutée par un spectre très large de nos concitoyens, ça n'existe pas à l'étranger, déjà. Parler d'histoire de France, faire le lien avec la politique, se disputer sur la Révolution, etc., ça, vous le trouverez pas dans d'autres pays. D'ailleurs, je le précise, juste petite parenthèse, on fait le lien avec la politique dans les très grandes lignes et lointaines, puisqu'on est aujourd'hui jour de vote, second tour des élections municipales, et qu'on ne rentrera aucunement dans les détails politiques. Bien sûr. Moi, je suis très frappé quand je vois. J'ai la chance de circuler pas mal. Notamment, je vais beaucoup au Canada, où vit ma fille, pour tout vous dire. Il n'y a pas de débat politique. Enfin, c'est vraiment un débat extrêmement concret, si vous voulez. Ça peut être un peu sur l'organisation de l'hôpital, ce genre de choses. Mais les sujets, comme on aime les avoir, sur la laïcité, par exemple. Voilà, pour prendre un sujet qui nous passionne tous et sur lequel aussi on peut se disputer, etc. Ça, c'est quelque chose qui n'existe qu'en France. Mais je crois que c'est lié à ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que la France a besoin, comme socle commun, d'avoir une idée. On est un pays tellement divers qu'il nous faut un socle politique. Et d'ailleurs, pour provoquer encore Arthur, la révolution, c'est peut-être... Non mais, l'une des vertus de la révolution, et des Lumières, c'est peut-être ça aussi. C'est que ça donne à la France un espèce de socle commun, au moins de débat. Si ce n'est d'accord, au moins de débat. Je suis d'accord, ça a donné un socle et... un nouveau projet, mais le problème projet, c'est qu'il a mal tourné. Mais pour répondre, c'est vrai que pourquoi nous ne sommes pas le Japon, c'est parce qu'en effet, nous avons des racines plurielles, mais pas des racines plurielles multiculturelles comme l'entendent les gauchistes. C'est parce qu'on est celte poétiquement, on est artistiquement roman, on est philosophiquement athénien, on est spirituellement chrétien. Et ce qui fait que vous regardez, vous avez un cocktail et qui correspond parfaitement à ce que vous décrivez dans un chapitre sur le XIIe siècle, vraiment que je recommande, c'est l'homme comme créature privilégiée, le logos, donc la raison, et l'histoire comme épopée eschatologique. Et donc ces trois choses réunies font que le 12e explose artistiquement, économiquement, politiquement, donc derrière historiquement, géographiquement et tout. Et donc ça, en effet, je partage complètement votre avis dessus. Mais alors si je vous ai demandé la singularité sur le sursaut, qui dit sursaut dit abîme, est-ce qu'il y a une faiblesse ou des faiblesses qui reviennent à chaque fois, qui pourrait donner une indication sur ce qu'il ne faudrait pas refaire ou ce qu'il ne faudrait pas penser? Oui, alors il y en a une, mais je vais vous dire, là pour le coup je suis assez pessimiste, mais la faiblesse de la France, c'est notre capacité extraordinaire à nous diviser. D'ailleurs c'est un peu ce qu'on vit en ce moment, et cette division, ça n'est pas du tout un pronostic que je fais, mais en tout cas j'observe que cette division, elle peut aller jusqu'à la guerre civile, jusqu'à la guerre entre nous. Alors la guerre civile est quelque chose qui peut exister dans d'autres pays, mais enfin elle est beaucoup plus fréquente en France. Donc je pense vraiment que et c'est la raison pour laquelle, vous voyez, ne vous inquiétez, je vais pas du tout faire le lien avec la politique politicienne, mais j'alerte quand même votre attention là-dessus. On va avoir des échéances présidentielles. Je m'inquiète que nous n'ayons pas un débat approfondi. Je pense absolument qu'il faut qu'on mette tout sur la table pour cette élection présidentielle, qu'on discute de tout de façon approfondie, qu'on tranche de façon démocratique. Si on ne fait pas ça, j'ai de très grande crainte pour l'après-présidentielle, au-delà des politiques qui pourront être menées, avec lesquelles on peut être d'accord ou pas d'accord. Mais j'ai vraiment une crainte sur l'équilibre du pays. Vous avez peur d'un changement de régime violent si jamais les élections ne purgent pas le débat démocratique, comme c'est arrivé plein de fois? Mais tout à fait.
Ah oui, absolument. Et moi, je me prendrait battrai, alors à ma très modeste place, mais je me battrai ces prochains mois pour faire en sorte qu'on ait un débat, qu'on débatte des mesures, que les candidats et les partis proposent des choses, des visions, des mesures concrètes et qu'on tranche. Et qu'on n'ait pas ce qu'on a eu lors des dernières élections où le débat a été en très grande partie escamoté. Je pense que c'est un immense danger. Je préfère qu'il y ait en point d'aboutissement l'élection de quelqu'un avec qui je ne suis pas d'accord, mais qu'on ait eu un vrai débat, plutôt que quelqu'un que j'aurais soutenu, mais au terme d'une campagne qui aurait été escamotée. Pour prolonger un petit peu, est-ce qu'un de nos problèmes principaux aujourd'hui, justement, c'est de ne plus faire nation, c'est d'être totalement rongé par le communautarisme, l'archipélisation, comme écrivait et documentait le politologue Jérôme Fourquet. Est-ce que c'est pas ça qui nous, dans votre histoire, je dirais, confiante de la France, est-ce que ça, c'est pas un fait nouveau, cette espèce d'archipélisation complète de la France, si on met de côté la guerre de 100 ans, on va dire. Alors, vous avez tout à fait raison, et sur ce communautarisme, je vous suis complètement. Je ne peux pas rentrer dans les détails parce qu'on est en jour d'élection, mais j'ai des idées assez précises sur le sujet que vous pouvez éventuellement deviner. Mais je pense qu'on a de bons anticorps quand même. Je pense qu'on a de bons anticorps. Moi, je trouve quand même que le pays, regardez les discussions qu'on arrive à avoir, on n'est pas forcément d'accord. Vous dirigez un journal qui était un sujet de débat. Vous faites beaucoup de débats d'opinion. Non, mais vous faites beaucoup de débats d'opinion sur Sud Radio. Vous voyez, ça se passe quand même globalement. Je vous écoute, ça se passe quand même globalement plutôt bien. Oui, bien sûr, mais ça se passe quand même plutôt bien. Moi, je trouve que les Français sont très intéressés par leur histoire. Je trouve quand même que les Français sont très attachés à un certain nombre de choses qui font de l'identité française, notamment dans le domaine culturel. Regardez la fréquentation des musées, par exemple. Ça me frappe beaucoup. Je vais dans n'importe quel musée, même en province. La province n'existe pas sur Sud Radio. Non, mais je ne dis pas du tout, même en province, ne le prenez pas du tout. Je dis ça parce que justement, on parle toujours des musées parisiens. Mais même quand je vais au musée Fabre à Montpellier, il y a toujours plein de monde, vous voyez. Alors il y a plein de monde, mais avec un bémol, quel que soit le musée d'ailleurs et les événements culturels, soit des personnes âgées retraitées qui ont le temps d'y aller, soit des jeunes, des scolaires, comme on dit dans les musées. Mais en général, entre les deux, le public est un peu plus réduit. Ça, c'est un fait. Vous avez raison, mais enfin, c'est bien que les scolaires y aillent. Hein. Oui, heureusement, il reste ça. Arthur de Vatrigan. Justement, pour essayer de dessiner un peu ce caractère français, alors est-ce qu'il n'y aurait pas aussi cette part très narcissique, égocentrique qui fait qu'on nous avons une fierté également, mais qui explique ce feu qui couve en permanence du fait que les Français ne rêvent jamais de gestion tranquille, ça les ennuie, mais de grandeur. Et forcément, la grandeur, ça finit en flammes et parfois en massacre. Ouais, je suis entièrement d'accord avec vous. Ça, je pense que c'est très. D'ailleurs, c'est ce que les étrangers aussi disent de nous, mais ils trouvent ça aussi fascinant. C'est ambivalent. C'est-à-dire qu'ils disent de nous, votre débat politique, c'est vraiment parfois complètement irrationnel, etc. Et ça prend trop de place. Mais en même temps, c'est intéressant. Et je sens parfois une pointe de regret aux États-Unis ou en Suisse, pour prendre des pays très différents, vous voyez, voilà, ils n'ont pas ce type de débat. Alors cette fierté, en fait, comme vous le dites, elle peut être le pire comme le meilleur, parce qu'elle peut être mal placée, mais elle peut aussi fonder un espèce de rebond. Et moi, en fait, je compte beaucoup là-dessus. Je compte beaucoup sur le fait que, notamment, alors pardonnez-moi de revenir sur mon terrain, mais sur le plan économique, sur le plan de l'endettement public, par exemple. Moi, je considère qu'on a un très gros problème d'endettement public et qu'il faut le traiter, et que jusqu'ici, il n'a pas été traité. La vérité, c'est que on en parle, mais nos concitoyens n'y sont pas encore très sensibles, franchement. Bon, je caresse l'espoir que un jour ou l'autre, nos concitoyens vont se dire, mais on est en train de perdre notre indépendance avec cet endettement public. On est en train de perdre notre souveraineté. Et non, c'est intolérable. Et il faut enfin prendre des mesures qui soient des mesures dignes de ce nom. Et douloureuses. Mais je pense que c'est possible. Et ça repose justement pas mal sur la fierté. Ça, c'est la différence entre l'optimisme de notre invité Nicolas Bouzou et le pessimisme d'Arthur de Vatrigan, qui est avec nous par exemple, ou alors de Stéphane Simon. Restez avec nous dans le choc des idées sur Sud Radio. On se retrouve dans quelques instants avec cette question un peu angoissante. Et maintenant, on fait quoi? La révolution ou la réforme? En d'autres termes, on en parle dans un instant sur Sud Radio.
Sud Radio, le choc des idées, Jean-Marie Bordry. Avec notre invité Nicolas Bouzou qui publie L'éternel sursaut chez XO Éditions, une histoire confiante de la France. Oui, on parle pas politique aujourd'hui, jour de silence électoral oblige, on parle histoire. Qu'est-ce qui fait que la France rebondit plus souvent que les autres? Pourquoi elle passe plus facilement d'un désastre à un retour en grâce, d'un long déclin à un apogée? On en parle avec Stéphane Simon et Arthur de Vatrigan. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Oui, c'est l'objet de votre dernier chapitre, 2030, les fruits de l'audace. Alors, une question simple, la réponse qui va pas l'être. C'est quoi les 3 grandes priorités pour avoir ce nouveau sursaut dans une France en crise? En fait, je pense que la réponse est assez simple. Je pense qu'il faut remettre de l'ordre dans nos finances publiques. Je pense qu'il faut libéraliser l'économie française, enlever tout un tas de contraintes qui pèsent en particulier sur nos entrepreneurs et remettre l'éducation à niveau. Et je pense que si vous faites ça, mais la France va devenir un paradis. La France, c'est vraiment une usine à entrepreneurs et à ingénieurs. Dans un monde où l'économie est dominée par les questions technologiques, d'intelligence artificielle, biotechnologie, etc., c'est vraiment une chance qui est extraordinaire. Pourquoi, si c'est le cas, on a souvent été en retard? La révolution industrielle, elle commence pas chez nous, par exemple, elle commence à côté. Oui, mais à la fin du 19e siècle, on s'est retrouvé en avance. Vous voyez, et alors ça on aussi, a rattrapé. C'est un... Oh, je vous trouve sévère avec nous. La France invente le cinéma, elle devient leader de l'industrie automobile. Louis Blériot, en 1909, traverse la Manche sur un Blériot 4. C'était son avion, c'était sa marque d'avion. Non, c'est absolument fantastique de ce point de vue-là, l'histoire de l'innovation en France. Et donc, je donnerais, au fond, la même ordonnance que Pinet-Rueff 58. Donc, De Gaulle arrive, il demande à Antoine Pinet de remettre un peu d'ordre dans les finances publiques. Il demande à Jacques Rueff, l'économiste le plus libéral du pays, ça me va bien, ce qu'il faut faire pour relancer la croissance. Rueff lui fait son rapport. Je schématise, mais De Gaulle raconte ça dans ses mémoires. De Gaulle dit c'est formidable, il va voir le gouvernement, il dit faites tout. Quand vous avez de la crédibilité de l'autorité politique, les choses sont plus simples. Et la France va connaître la deuxième partie des 30 Glorieuses absolument fantastique. Donc voilà, pour vous répondre, je pense que là, on a un triptyque, à mon avis, qui est assez fécond et qui peut faire de la France un pays extraordinaire. De Gaulle, ce grand libéral, ça va vous faire tout drôle. Je voulais parler parce que j'ai été sensible dans votre livre à Napoléon III, ce que vous dites sur Napoléon III, parce que c'est un des grands personnages de l'histoire de France qui est totalement sous-estimé, qui traîne encore d'avoir été qualifié de Napoléon le Petit par Victor Hugo, mais c'est le personnage central de notre économie moderne, entre guillemets, parce que c'est celui qui a compris à la fois qu'il fallait davantage de libre-échange, mais qui a aussi développé énormément les moyens de communication, les moyens de transport. Et finalement, ce que vous nous dites encore aujourd'hui, 150 ans après, c'est qu'il faut développer encore le transport, la communication et davantage de déréglementation pour continuer de progresser. Finalement, ça fait 150 années que l'on vit sur le modèle donc de Napoléon III, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, le modèle Napoléon III, c'est le modèle chinois finalement, c'est-à-dire c'est eux qui font les nouvelles routes de la soie, c'est eux qui développent les infrastructures et finalement nous on est totalement lilliputien aujourd'hui. Ah oui, alors je suis très profondément démocrate, donc bien que j'ai beaucoup d'admiration pour ce que fait la Chine, je ne souhaite pas le même modèle pour la France, parce que je souhaite qu'on continue à avoir des émissions comme celle-ci, où on peut dire absolument tout ce qu'on veut, y compris sur le pouvoir en place. Je pense que ça fait partie des charmes de notre pays et que c'est très important. Mais en fait, je suis d'accord avec ce que vous dites. Je pense que ce qui nous manque aujourd'hui, en tout cas, c'est une vision de l'avenir. Ah, c'est ça ce qui nous manque. C'est-à-dire qu'on traite en permanence les urgences d'hier. Et on n'est pas capable de réfléchir à la santé de demain, à l'agriculture de demain, à la ville de demain. Vous voyez ce que je veux dire? À la culture de demain. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est tout à fait dans nos cordes, mais ça demande un saut culturel. Mais plus proche de nous, je suis d'accord avec vous sur Napoléon III, mais De Gaulle faisait ça. De Gaulle, Pompidou aussi d'ailleurs. Pompidou était d'ailleurs peut-être le dernier président à avoir vraiment cette vision de l'avenir. Et c'est un sujet en plus qui est passionnant. Moi, je suis sûr qu'on embarque nos concitoyens en fait avec ça. Si on leur dit, mais regardez, réfléchissons à l'agriculture de demain en France. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut faire?
voyez, moi je suis persuadé qu'on peut avoir des débats qui vont embarquer nos concitoyens. Qu'est-ce qu'on veut faire et qu'est-ce qu'on veut abandonner aussi? Parce que chaque période de réforme auquel vous faites allusion à chaque fois a donné lieu à des sacrifices. Vous parlez de Gaulle, par exemple. De Gaulle décide d'abandonner, de bazarder l'empire colonial. C'était un drame pour une partie des Français, ça a failli donner une guerre civile. Bien sûr, vous avez tout à fait raison. Ça veut dire qu'on doit faire le même genre de sacrifice aujourd'hui? C'est très juste, oui. Alors je ne sais pas à quel parallèle vous pensez avec la fin de l'empire colonial, mais en tout cas, oui, bien sûr, je pense qu'il ne faut pas avoir... Vous savez, les grands hommes d'État sont souvent surprenants, parce que De Gaulle n'avait peut-être pas était peut-être pas revenu au pouvoir pour ça, mais puisque vous parliez de Napoléon III, je ferai quand même remarquer, vous avez raison, hein, Napoléon III était très politique de l'offre, comme on dirait aujourd'hui. Il avait été élu, quand il a été élu, sur un programme de gauche. C'est plutôt socialiste en fait, hein, Napoléon III. C'est pas ce qu'il a fait, hein. Il l'a abandonné en race campagne. Effectivement, mais c'était un crétin que l'on mènera, d'après ceux qui l'ont soutenu à l'époque, de mémoire. Oui. Alors vous parliez donc d'économie très bien. J'avoue que c'est des questions qui m'intéressent guère, mais parce que c'est pas mes sujets et que j'ai toujours considéré que c'était un moyen. Et vous avez parlé un peu de vivre ensemble, qui en fait signifie agir ensemble. Donc en effet, un projet. L'économie, c'est pas un projet, ça permet d'agir ensemble. Est-ce qu'on peut encore agir ensemble? Parce que il me semble qu'il y a une nouveauté dans notre histoire moderne qui s'appelle l'immigration et un basculement démographique et un changement culturel. Est-ce qu'on a encore un commun? Est-ce qu'on a encore un avenir commun? Est-ce qu'on a encore une culture commune et une identité qui fait que, une fois les problèmes économiques réglés et un projet commun, on ira tous dans le même sens? C'est à nous de le définir. Moi, je suis dans la tradition de Renan. Hein. C'est-à-dire que je considère que pour que la France soit la France, il faut que les gens qui viennent en France partagent nos valeurs. Et c'est pas le cas? Non, pas toujours. Oui, mais il y a un problème. Oui, il y a un problème. C'est un nouveau problème. Je veux dire, c'est quelque chose. Non, mais qui regardez s'est pas jamais avec posé un œil dans accusateur. Hein, je vous accuse pas. Oui. Je vous accuse pas. Je dis simplement que c'est une nouveauté dans l'histoire qu'on n'a jamais rencontrée. Eh ben oui, absolument. Alors comme on est jour d'élection, je ne peux pas trop rentrer dans les détails et on y sur ce sujet. Voilà, on n'y entrera pas. Mais vous pensez que c'est possible? Je pense que c'est possible vite maintenant. Oui, faut donc le faire. Vous pensez qu'il ne reste pas beaucoup de temps quand même? Ah oui. Si je vous écoute, Stéphane Simon? Non, je souscris. Hein. Vous souscrivez aussi, Arthur Devac-Trigan? Sur ce sujet-là, moi, ça me paraît très compliqué, mais parce que encore une fois, alors, on fait quoi? Non, attendez, je vous prends au mot. Moi, je peux pas dire simplement c'est compliqué, on peut plus rien faire. Non, ça me paraît très compliqué pour une raison très simple, c'est que malheureusement, l'histoire plutôt récente nous a montré qu'une domination pendant 50 ans d'un parti idéologique a encore des effets désastreux et qu'à partir on veut se positionner sur un sujet, si sur Sud Radio on peut dire ce qu'on veut, dans la France en général c'est très compliqué parce que la mort sociale existe très vite. Maintenant. Si. Moi j'aimerais demander à Nicolas Bouzou, j'aimerais profiter de sa présence pour lui demander pourquoi est-ce qu'on a abandonné le plan en France? Parce que quand même, voilà, ce qu'il y avait de commun à Napoléon III et à De Gaulle, c'était la planification, l'envie de se projeter à 10, 15, 20 ans et qui a été complètement abandonné depuis les 2-3 derniers présidents de la République. Il y a un embryon de plan qui a été remis en place. Je vais peut-être vous étonner en tant que libéral, j'y suis favorable parce qu'en fait la planification française, elle a été construite par des libéraux en réalité, par Jean Monnet notamment. Il le dit dans ses mémoires, Jean Monnet, par opposition à la planification soviétique. Et donc l'idée, c'était de se dire, alors on va pas construire le Gosplan, c'était pas du tout l'idée de Jean Monnet bien évidemment, et c'était de se dire, on va se mettre autour d'une table pour voir justement quel projet on peut avoir en commun et est-ce qu'il y a des façons intelligentes d'aller ensemble dans le même sens. On parlait de l'agriculture, typiquement, voilà un sujet sur lequel je pense qu'une planification libérale, si vous m'autorisez cet oxymore, mais je pense qu'il est justifié, serait tout à fait adéquate. On autorise tout sur Sud Radio. Dernière question et en guise de conclusion, Nicolas Bouzou, à la veille de quel type d'épisode que vous racontez dans votre livre sommes-nous aujourd'hui? Qu'est-ce qui nous attend? Ah mais moi j'espère, mon espoir c'est qu'on soit en... Je vous demande pas ce que vous voulez, mais en 1800, ce qui est le plus probable. Allez, je me lance. En 1895, la France s'est essorée. C'est pire qu'aujourd'hui. Elle a évidemment perdu la guerre, la guerre civile, la commune, les scandales parlementaires, divisée comme jamais avec l'affaire Dreyfus, et elle va connaître un renouveau extraordinaire sur le plan culturel, sur le plan artistique, sur le plan économique. Qui va nous amener à la belle époque. Je ne nous souhaite que ça et je pense que c'est possible. Sauf que ça n'a
duré que 20 ans et après, c'était le plus grand bain de sang de l'histoire de France. Les mêmes bêtises comme 1914. Oui, voilà, on revient toujours au pessimisme quand même aussi. Non, c'est Merci. vous, ça. Non, mais c'est vrai, mais il faut être exhaustif malgré tout. Merci beaucoup, C'est Nicolas moi qui vous Bouzou, remercie. d'être venu débattre dans le choc des idées. Je rappelle votre livre, L'éternel sursaut, une histoire confiante de la France. C'est chez XO Éditions. Merci Stéphane Simon. À bientôt. À dimanche prochain sur Sud Radio. Merci à vous, Arthur de Vatrigan. Merci à vous. Je rappelle que votre magazine L'Incorrect est toujours disponible dans nos kiosques. Stéphane Simon. Eh ben, on reçoit Alain Finkielkraut la semaine prochaine. Voilà. Encore un grand optimisme. Ou pas. On l'adore. Justement. Évidemment, on le recevra avec le plus grand plaisir pour son ouvrage Le cœur lourd. Quoi qu'il en soit, je vous laisse en la compagnie de quelqu'un de résolument optimiste. Il s'appelle Laurent Permas. Il va vous donner envie de vieillir. Ça tombe bien. C'est juste après les infos de midi. La vie devant nous sur Sud Radio. Et puis n'oubliez pas, essayez d'aller voter. Quand même aujourd'hui. Bonne journée et bon dimanche sur Sud Radio.